Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 33, quand le patriarche devient prédateur, décryptage d'une emprise toxique dans la série Les chiens de la colline. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène insidieux et pourtant bien réel, l'emprise et la perversion. On a beaucoup entendu parler de pervers narcissiques, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement du pervers et de l'ambiance d'emprise que ces tentatives de manipulation jettent au sein d'une famille. Ceux qui l'ont vécu la décrivent comme une atmosphère pesante, impalpable, difficile à décrire et à nommer, mais qui colle à la peau. Ils parlent aussi d'une honte sourde, inexplicable, dont ils ne trouvent pas la racine, comme si leur propre histoire leur échappait. Et quand ils commencent à raconter leur histoire, leur narration est emmêlée, empêtrée, les repères temporels se mélangent, leurs souvenirs sont pleins de brouillard. Oui, je dirais de brouillard plutôt que de zones d'ombre. Alors, comment parler d'une atmosphère que l'on ne peut ni voir, ni vraiment toucher ? Et c'est précisément ce flou qui permet au pervers de nier son emprise et de discréditer ceux qui osent en parler. Pour mieux comprendre ces mécanismes, je vous propose de plonger dans un exemple concret, la mini-série Les chiens de la colline, disponible sur Netflix. Un mot avant de commencer, si l'intrigue en elle-même ne m'a pas vraiment passionnée, c'est du vu et du revu, la série excelle dans l'art de recréer cette ambiance oppressante et insidieuse d'une emprise que l'on démasque peu à peu. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser comme fil rouge pour cet épisode. Petite précaution, attention, ça va spoiler dans tous les sens. Mais même si vous n'avez pas vu la série ou si vous ne comptez pas la regarder, eh bien restez avec moi. Cet épisode vous apportera des clés essentielles pour comprendre comment l'emprise et la perversion marquent profondément les relations humaines. Synopsis de la série Les chiens de la colline. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un rapide coup d'œil à l'histoire de cette mini-série, histoire que vous ayez bien le contexte en tête. Alors je vais être honnête, les polars glauques et les séries de psychopathes, c'est pas forcément mon truc. Mais là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cette série polonaise. Elle a piqué ma curiosité. Je me suis dit, tiens, voyons voir comment ils traitent ce genre là-bas. Et me voilà à la regarder. Alors la série se compose de 5 épisodes d'environ 1 heure chacun et nous plonge dans une petite ville rurale, Zeeborg. Une ville où finalement tout le monde se connaît plus ou moins, où les jeunes n'ont pas grand chose à faire à part zoner le soir et aussi se défoncer. Bon, vous allez encore me dire que j'exagère et que je caricature. On suit là Mikołaj, un homme d'une 30aine d'années qui a fui sa ville natale pour s'exiler à Varsovie, loin de son passé, et du poids de sa famille. Pourquoi cette fuite ? Parce que son adolescence a été marquée par un drame. Sa petite amie de l'époque a été retrouvée, violée et assassinée. Le coupable désigné à l'époque, c'est Sebastian, le frère de la victime, atteint de déficience mentale. Mikołaj a construit sa vie autour de ce traumatisme. Il en a fait un livre, qui s'est d'ailleurs bien vendu, lui apportant une certaine reconnaissance publique. Mais sans pour autant lui permettre de réellement s'en libérer. L'intrigue de l'enquête, finalement, c'est qu'un prétexte. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les relations entre les personnages. La relation familiale de Mikołaj et l'emprise invisible mais étouffante qui pèse sur lui, sa relation amoureuse qui vacille sous le poids de son passé, et son combat intérieur entre tentative d'émancipation et attraction fatale vers ce qu'il essaie de fuir, malgré toutes ces tentatives de se déprendre de cette empreinte perverse, rien n'y fera. D'un point de vue cinématographique, je dirais que la série est plutôt banale.
L'histoire en elle-même n'a rien de révolutionnaire, mais comme je vous l'ai dit, là où elle excelle, c'est vraiment dans l'ambiance poisseuse et malsaine qu'elle distille. Même en plein jour, même dans de beaux paysages, on ressent une tension latente, une lourdeur qui ne nous lâche jamais, bref, une glauquitude à toute épreuve. On ressent des frissons nous traverser, tellement l'atmosphère tend au sordide. On mesure bien que les habitants de la ville sont livrés à leur ennui que certains transforment en vice sans aucune gêne. Alors en finissant cette série, je me suis vraiment demandé quel message voulait nous faire passer son réalisateur. Parce qu'on connaît bien les codes du thriller noir. Montrer des cadavres en décomposition, filmer des scènes de crime de manière crue, c'est du déjà vu. Mais ici, j'ai eu la sensation d'une certaine complaisance, que la série elle-même était contaminée par la perversion qu'elle dépeint finalement. Comme si, au lieu d'en démonter les rouages, elle s'y laissait prendre. Et si c'est le cas, c'est une sacrée mise en abîme. Miko Wai, marionnette de cette dynamique qu'il essaye de combattre, et nous, pauvres spectateurs, nous devenons nous-mêmes les marionnettes du réalisateur. Les jeunes d'aujourd'hui diraient « c'est plutôt malaisant ». Bon, mais ne voyons pas le mal partout. Quoi qu'il en soit, cette série nous offre une matière précieuse pour analyser l'impact psychologique de l'emprise. C'est en tout cas pour moi une occasion de m'en servir à titre didactique avec vous. Je vous propose de décrypter ensemble les indices pouvant nous faire soupçonner ce qui touche à la perversion, de comprendre comment cette emprise s'insinue dans les relations. Nous allons devoir nous transformer en détectives, rassembler des faisceaux d'indices et surtout, remettre l'histoire dans le bon ordre afin de faire nos hypothèses. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement une métaphore pour faire joli. Non, c'est aussi en substance le travail psychothérapique qu'ont à faire les victimes de transactions perverses. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur un personnage clé, le père de Miko Wai. Le père, patriarche ou manipulateur ? Des retrouvailles sous tension. Donc Miko Wai revient dans son village natal de Zeeborg avec sa petite amie Justena pour l'anniversaire de son père. Sa famille, je dirais, est de classe moyenne. Son père a refait sa vie avec une femme à peine plus âgée que Miko Wai, qui a alors une trentaine d'années. Il a un demi-frère et une demi-sœur d'à peu près 8 et 10 ans de cette nouvelle union. Et puis il a aussi un frère issu de l'union de son père et de sa mère. Sa mère est visiblement décédée quand il était jeune, mais nous n'en saurons pas plus. Premier signal d'alerte, remarquez que cette recomposition familiale vient brouiller les repères générationnels. Dès le premier épisode, on perçoit à quel point ce retour est une épreuve pour Miko Wai. Même s'il est épaulé par sa compagne, il est tendu, il est à fleur de peau, il est en colère, il y a un sentiment d'injustice qui le ronge. En un mot, il redoute la rencontre. Et il a raison, car cette rencontre avec son père va être une épreuve à part entière. Ils sont en froid depuis des années, et ces retrouvailles ne vont pas tout à fait se passer de manière idyllique. Il n'y a aucune chaleur entre eux, aucune tendresse dans le discours du père qui retrouve son fils. On retrouve plutôt dans ce discours reproche et aigreur. Lors de cette rencontre, Miko Wai apprend que son père a fait un infarctus, et personne ne l'a prévenu. Alors il est abasourdi. Pourquoi ne l'a-t-on pas appelé ? Un événement aussi grave aurait dû transcender les querelles familiales, non ? La réponse de son père est sèche. « À quoi bon te prévenir ? Tu es parti. » Et il distille cette phrase d'un ton dur avec un subtil fiel de culpabilité. Sous-entendu, c'est de ta faute si tu n'es pas au courant. Tu as choisi de partir, tu assumes. Et vu que tu as choisi de partir, tu ne fais plus complètement partie de la famille. S'éloigner, c'est donc un peu comme une rupture. Deuxième alerte. La manipulation par la culpabilisation. Son père instaure une vision binaire du monde. Tu es avec moi ou contre moi. Les bons fils restent proches et prennent soin de moi. Les mauvais fils me tournent le dos et tournent le dos à la famille et méritent donc d'être exclus. Alors là, vous avez peut-être eu cette idée en tête. Après tout, il a quand même choisi de partir, alors il a qu'à assumer, effectivement. Il ne peut pas tout avoir. Bon, mais prenons un peu de recul ensemble. Nous ne vivons pas dans un monde binaire.
Et le développement normal d'un enfant à l'adolescence, c'est justement d'aller explorer le monde et de se forger des points de comparaison et des points de repère en dehors de la famille. Si je le dis autrement, se détacher de sa famille pour explorer le monde, c'est une étape normale du développement humain. C'est même essentiel pour construire son identité. Et un parent qui enferme son enfant dans une logique du tout ou rien ne respecte pas cette évolution naturelle. Alors tout ce que je vous dis là en 2 minutes est distillé tranquillement au cours du premier épisode, et c'est vraiment bien fait car en tant que spectateur, on est amené à percevoir Mikołaj comme un homme instable, un ancien junkie impulsif, égoïste, détaché des valeurs familiales. En un mot, un fils indigne. Et c'est probablement l'image de lui-même qu'il a intériorisée, l'image qu'il a intégrée. En contrepoint de cette vision très dégradée de Mikołaj, nous pouvons nous nourrir de la vision de Justyna, sa compagne, qui est positive et rassérénante. Mais voilà, son regard s'épuise à mesure que Mikołaj agit sa propre tragédie. Et je dois vous dire que pour moi, ce personnage de Justyna était vraiment celui auquel je m'accrochais pendant la série, parce qu'il me paraissait le plus en phase avec un fonctionnement psychique non toxique. Et dans cette ambiance glauque, ça faisait du bien. Un père aux 2 visages. On apprend rapidement que le père de Mikołaj est une figure importante du village. Il a du bagou, il est très charismatique, il défend des valeurs collectives, tout du moins en apparence, et tant que les apparences sont sauves. C'est un homme engagé qui va distribuer de la nourriture aux ouvriers pauvres habitant un immeuble que la ville veut faire détruire. Il défie la mairie qui veut raser cet endroit pour y construire un hôtel de luxe en échange de juteux pots de vin. Il est une figure de référence, un homme à qui l'on vient demander conseil, ou même demander de l'aide, parfois même plutôt qu'à la police. 3e alerte. Ce rôle de bienfaiteur est-il sincère ? Ou bien n'est-ce qu'un levier de domination sur son entourage ? Il est charismatique, a une image irréprochable en public et a plaisir à occuper une place de patriarche au sein de sa famille et de sa communauté. Mais est-ce vraiment de l'altruisme ? Assez rapidement, Justyna, la compagne de Mikołaj, va être captivée par la présence magnétique de son beau-père. Elle est journaliste, avide de reconnaissance et ce qu'elle perçoit d'abord chez lui, c'est un combattant injustement accusé, un héros à défendre. Une histoire parfaite pour un article. Et c'est là que la série fait un travail remarquable. Elle nous montre, sans le dire explicitement, comment Justyna tombe sous l'influence de son beau-père et comment Mikołaj, qui connaît le manège de son père depuis longtemps, revit encore une fois et comme toujours le détournement de ses propres relations au profit de son père. Il sent le danger. Il voit Justyna s'éloigner de lui, happé par le charisme de son père. À un moment, il lui dit même « Tu ne t'intéresses plus qu'à lui et moi je ne compte plus ». Et bam, Mikołaj repasse encore pour quelqu'un d'égoïste et de narcissique. Mais dites-moi, ça ne vous fait pas penser à une dispute de couple sur le thème de la jalousie et de la tromperie, tout ça ? Sous-entendu, tu t'intéresses à lui non sur le plan familial comme une belle-fille le ferait avec son beau-père, non. C'est bien plus que ça. Tu es tombé sous son charme. On retrouve là le brouillage des générations et des repères qui amènent de la confusion. Je vais pousser le trait et caricaturer un peu pour bien vous faire comprendre, mais ayez en tête que dans la série, les choses sont distillées habilement et c'est bien aux spectateurs de faire tout ce travail de décryptage que je fais avec vous. Donc je disais, brouillage des générations et des repères. La dynamique mise en place flirte avec des lignes rouges bien précises. Le brouillage des générations et des rôles, le père de Mikołaj occupe une place ambiguë, son charisme dépasse celui d'un simple beau-père, il fascine, il devient séduisant comme un amant pourrait l'être. Surtout que sa femme, je vous le rappelle, est à peine plus âgée que Justyna elle-même. Deuxièmement, la perte des repères moraux. Peu à peu, la série nous fait sentir qu'un glissement est possible. Finalement, coucher avec Mikołaj et son père, pourquoi pas, hein ? Bon, mais je le répète, dans la série, tout ça est sous-entendu et jamais Justyna n'emprunte cette voie. Et troisièmement, la transgression des interdits familiaux n'est pas loin. Abus d'autorité, atmosphère incestuelle. Je vous rappelle la définition du mot incestuel.
Il désigne un climat familial caractérisé par une confusion des limites individuelles et générationnelles, créant une atmosphère sexuellement chargée sans impliquer un passage à l'acte sexuel. Et ça, c'est important, sans impliquer un passage à l'acte sexuel. Parce que sinon, on parlerait d'inceste. Et plus la série avance, plus il devient clair que le père de Miko-wai ne se contente pas d'exercer son ascendant. Il en jouit. Vous l'aurez compris, je penche plus pour le pervers que pour le patriarche altruiste. Miko-wai, la tentative vaine de se déprendre de la perversion. Miko-wai, écorché vif. Miko-wai, c'est un jeune un peu paumé, qui rencontre la drogue pendant son adolescence et y replonge à l'âge adulte. Il est impulsif, égoïste par moments, parfois même brutal avec Yustena. On pourrait presque le détester. Mais ce serait passé à côté du drame profond qui l'habite. Il a tenté d'exorciser son passé à travers un livre retraçant le meurtre de son ancienne petite amie. Une version romancée, où il change quelques noms, mais sans demander l'accord des personnes concernées et sans les respecter. Finalement, le succès est au rendez-vous et l'argent aussi, mais pas la paix intérieure. Et il voit bien que quelque chose cloche dans l'enquête. Comment Sébastien aurait-il pu tuer sa sœur ? Ça ne colle pas. Il voit bien que ça ne colle pas. Pendant un temps, il accepte la version officielle, celle qui fait de Sébastien l'assassin, celle qui lui permet aussi d'écrire son livre. Jusqu'à ce que le passé le rattrape. De retour dans son village, la voix de Daria, sa petite amie assassinée, hante ses pensées. Elle lui souffle de rechercher la vérité. Et paradoxalement, plus il creuse, moins cela exorcise son mal. Il retombe dans le giron du père, peu à peu et inexorablement. Un face-à-face qui tourne court. Un jour, il tente d'affronter son père. Il veut enfin dire à son père sa détresse de ne pas avoir été porté, de ne pas avoir été aimé. Il veut lui parler de sa colère. Et la réponse du père est pour le moins cinglante. « Le monde ne tourne pas autour de toi, grandis un peu. » Aucune empathie, juste du mépris. Miko-wai expose son cœur meurtri et son père l'écrase sous une rhétorique implacable. Ton ressenti n'a aucune importance, arrête de te regarder le nombril, et un homme, un vrai, ça ne se plaint pas, Cette absence totale d'empathie du père face à ce fils qui ouvre son cœur doit vous interpeller. Miko-wai, à ce moment-là, montre le petit garçon blessé qui sommeille en lui, celui qui cherchait à avoir cette réponse « Est-ce que tu m'as aimé ?» Le père, encore une fois, minimise le vécu émotionnel, le chagrin et le sentiment de délaissement affectif que Miko-wai lui confie. Il le culpabilise en lui renvoyant que le monde ne tourne pas autour de son nombril et qu'il y a des combats plus grands que sa petite personne à mener. Le père devient donc prescripteur du bon comportement, de la bonne manière de se comporter et de devenir un homme. Tu ne te comportes pas comme ça ? Eh bien tu seras une mauviette toute ta vie, tu ne deviendras jamais un homme, sous-entendu, un vrai comme moi. Là encore, la vision du monde est binaire. Il n'y a qu'une seule bonne façon de faire pour le père, la sienne. Autrement dit, c'est une négation de la différence que représente l'autre, c'est une négation de l'altérité. Bon, mais je m'arrête 2 secondes. Car vous voyez bien que le discours du père s'appuie toujours sur une part de vérité, et que chacun des points que je soulève n'est pas forcément problématique en soi s'il est isolé. Par exemple, les différences d'âge dans les couples ne sont pas synonymes de relations d'emprise. Certes, cette différence d'âge dit quelque chose du vécu de chaque personne, mais le registre n'est pas systématiquement celui de l'emprise. Autre exemple. Si je rebondis sur ce qu'on vient de dire, oui, bien sûr que grandir et maturer signifie se décentrer de soi pour accueillir les autres et le monde. Mais cela ne veut pas dire s'effacer et se négliger. Par ailleurs, personne ne peut remettre en cause un ressenti, puisque c'est par définition subjectif et c'est vous qui le ressentez. Donc c'est bien l'accumulation de tous ces points que je souligne avec vous qui crée cette atmosphère malsaine.
Et c'est pour ça que c'est si difficile à démasquer. Parce que conscientiser, c'est déjà beaucoup, mais mettre le puzzle dans le bon ordre, c'est encore une autre étape. Et imaginez que vous soyez dans la situation d'expliquer tout ça à quelqu'un. Eh bien, c'est pas 10 minutes qu'il vous faut, car on a besoin de toute l'histoire dans les moindres détails et dans le bon ordre pour bien comprendre la mécanique à l'œuvre. Le piège de la compétition fraternelle. Revenons-en à Mikołaj. Si on se met dans sa peau, quand son père lui renvoie tout cela, et ne prend pas en compte son ressenti, il vit alors une énième preuve de désamour de son père, d'ailleurs confirmée au cours d'une discussion ultérieure avec son frère qui lui confiera avoir le même ressenti. Alors on pourrait se dire que les retrouvailles entre les deux frères pourraient s'opérer et se sceller sur ce ressenti commun douloureux. Mais il n'en est rien. La relation que le père a mis en place avec chacun de ses fils, sous-entendant qu'il y en a un qui est préféré et plus intelligent que les autres, a détruit la relation qu'ils auraient pu avoir entre eux. Pour survivre aux yeux du père, ils ont dû entrer en compétition pour se faire valoir, pour montrer au père que si, il valait bien quelque chose. Dans les familles où cette dynamique primordiale de compétition et de lutte acharnée pour l'amour du parent s'est mise en place, il est souvent bien difficile de retisser les liens sans le soutien d'une thérapie individuelle ou d'une thérapie de fratrie. Pourquoi ? Parce qu'enfant, leur propre survie dépendait de l'amour qu'offraient leurs parents. S'il s'agit d'une question de vie ou de mort psychique, croyez-moi, vous ne vous posez pas 15 000 questions. Et ce sont les reliquats de cette destruction du lien à laquelle nous assistons en tant que thérapeutes quand nous recevons ces fratries. Donc, c'est ici le thème du meilleur fils qui apparaît. On divise pour mieux régner. On valorise l'un, on humilie l'autre. J'ai un fils préféré, mais c'est pas toi. Et ce qui ajoute de la confusion à l'affaire, c'est que souvent, cette dynamique est arbitraire. On sera humilié un jour, valorisé le lendemain, au gré de l'état d'esprit du parent. Un nouvel abandon, une nouvelle descente aux enfers. Par ailleurs, ce qui vient accentuer cette nouvelle épreuve de désamour pour Mikołaj, c'est que Justyna, sa compagne, se consacre corps et âme à la rédaction de son papier, et donc passe beaucoup de temps avec son beau-père, le soutient dans ses actions, activant même ses réseaux à Varsovie, notamment pour le faire sortir d'incarcération. Oui, parce que, entre-temps, après un esclandre à la mairie et diverses péripéties, le père est incarcéré. N'oublions pas que c'est quand même une série policière à la base. Mikołaj vit donc cela comme un abandon, une confirmation qu'il ne vaut rien, et il se tournera vers celle qui ne l'a jamais laissé tomber, la drogue. Plus les épisodes avancent, plus il apparaît esseulé et abandonné. Un dernier brouillage des repères pour la route. C'est alors qu'entre en scène la petite sœur de Daria, la petite amie assassinée. Elle avait à peu près 5 ans au moment du drame. Aujourd'hui, elle a donc la vingtaine. Et là, la série nous glisse une nouvelle ambiguïté. Et si pour Mikołaj, il était possible de tout recommencer avec elle ? Remplacer la figure de la petite amie assassinée par sa sœur et rejouer l'histoire d'amour qui n'a pas pu se dérouler et avoir lieu à l'époque. De nouveau, confusion des repères et des générations, on plonge dans un gloubi-boulga où il n'y a plus de repère moral. Mikołaj est-il en train de projeter sur elle l'amour inachevé de sa jeunesse ? Rejoue-t-il inconsciemment son passé pour tenter de le réparer ? La série nous pousse lentement, subtilement, vers cette relation improbable. Un couple qui n'aurait jamais dû exister. Mais avec Mikołaj, les frontières entre passé et présent sont floues. Il est lui-même dans une confusion, comme si tout était condamné à se répéter, encore et encore. La drogue, l'autre bourreau silencieux. La drogue ici est bien plus qu'une simple addiction, elle est un personnage à part entière de la série. Elle sépare d'abord Mikołaj de son premier amour, cette petite amie assassinée. Parce que ce que l'on découvre peu à peu, c'est que Sebastian, l'accusé, aurait agi sous l'effet de substances que Mikołaj et ses amis lui auraient données. Et puis peu à peu, la drogue va le séparer également de Justyna.
L'héroïne sert d'échappatoire à Mikołaj et entérine la dissociation qu'il met en œuvre pour se couper de son vécu traumatique et douloureux, se couper de tous ses souvenirs et de toutes ses émotions. Parce qu'il faut dire quand même qu'en face d'un tel père, les émotions ont peu de place. Elles sont au mieux retournées contre soi par le biais de la honte ou de la culpabilité. Donc pour survivre, mieux vaut devenir un robot. Mikołaj porte la culpabilité indicible de cet assassinat. Mais il sait que quelque chose de louche et d'inavouable se cache derrière toute cette histoire. Il essaye d'y regarder seulement du bout des yeux, car il sait, au fond de lui, que s'il lève le voile, cela le détruira définitivement. Justyna, séduite et happée par la contagion perverse. Un mot sur Justyna, le seul personnage que je qualifierais de vraiment sympathique finalement. Justyna, elle, vous l'avez compris, elle a de l'ambition. Une ambition dévorante, mais elle ne serait pas prête à tout pour réussir tout de même, elle a certaines valeurs. Enfin, du moins au début. Parce qu'au fil de la série, nous allons la voir les remettre en question, les tordre, les trahir, au profit de son beau-père, croyant tout d'abord en ses combats et son altruisme. L'illusion de la loyauté. Justyna soutient son compagnon, fait preuve d'empathie, de compassion. Elle mesure le traumatisme qu'il a vécu, mais elle s'essouffle. Plus l'enquête progresse, plus elle se laisse prendre dans l'engrenage. Ce qui au départ n'était qu'une simple curiosité devient une implication totale. Lorsque le père de Mikołaj est arrêté, elle s'indigne. Pour elle, c'est un homme de principe, un résistant face aux puissants. Elle veut comprendre, elle veut dénoncer cette injustice. Elle met donc son réseau au service de la famille de Mikołaj, d'abord par loyauté envers lui, puis séduite par le charisme du père, qui représente de plus en plus le citoyen brimé parfait pour un article journalistique qui remportera un prix. Elle est curieuse, et que voulez-vous, son âme de journaliste prend le dessus. Elle est véritablement fascinée par cet homme, ce beau-père, qui a réponse à tout, ne vacille jamais, et sait ce qui est bon pour la communauté. Il a une vision pour sa ville et il veut à tout prix la réaliser. Le discours du beau-père est persuasif et finalement nous comprenons au fur et à mesure des épisodes qu'il a réussi bien finement à appuyer sur la corde sensible de journaliste de Justyna pour littéralement la mettre à son service. Il a su la capter et l'hypnotiser, la séduire. Et au fur et à mesure que l'enquête progresse, que la domination du père se révèle, la destruction des personnages et des relations s'enclenche. Machiavélique, non ? Jusqu'où sera-t-elle prête à aller ? Mais jusqu'où Justyna sera-t-elle prête à se compromettre pour son beau-père ? Eh bien, assez loin en vérité. Son engagement devient un enlisement dans un engrenage dont elle ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est en cherchant la résolution de cette affaire, c'est-à-dire à sortir du problème, qu'elle s'enfonce un peu plus dans un processus funeste qui la marquera à vie. Son engagement est à la mesure de la désespérance qu'elle ressent dans ce village et chez Mikołaj. Elle qui croit en des valeurs profondes, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'est lancée dans le journalisme, elle va aller jouer son va-tout en évitant au ministre de la Justice d'être mouillé dans une affaire de pédophilie de grande ampleur contre la libération du père de Mikołaj. Autrement dit, elle lâche peu à peu cette valeur cardinale de justice qu'elle portait en elle et qui dirigeait son travail journalistique. Et là encore, les choses sont bien faites dans la série, car nous ne comprendrons qu'à la fin de la série l'ampleur de la compromission que cela représente en réalité. Quand l'intime et le professionnel se confondent. Autre point intéressant, sa relation avec Mikołaj. Elle est journaliste, elle enquête sur son beau-père, elle est amoureuse de Mikołaj. Vous voyez le problème ? Conflit d'intérêts, non ? Confusion des rôles. Petit à petit, elle perd son objectivité et elle perd tout simplement pied. Et au moment où Mikołaj retombe dans la drogue, eh bien là, elle s'effondre. Et c'est bien normal, me direz-vous. Mais elle s'effondre dans les bras du frère de Mikołaj. Que va-t-il se passer ?
Tentation? Tension? Flottement? Mais non, la ligne rouge est frôlée mais ne sera pas franchie. Vous voyez comme à chaque fois le scénariste joue avec toutes les lignes rouges. De cette histoire, Yustena ne va pas ressortir indemne. Elle croyait se battre pour la vérité, elle croyait avoir le contrôle, elle croyait être du bon côté. Mais elle a été salie par ces transactions perverses instigées par le père. Elle a été actrice de son propre drame malgré elle. Elle a été complice de la réalisation de l'ascension à un pouvoir total et sans partage de son beau-père. En réalité, elle a été instrumentalisée. Et lorsqu'elle ouvre enfin les yeux, il est trop tard. Elle est choquée, elle est brisée, honteuse, coupable. Eh bien vous voyez, ce que je veux souligner ici, c'est à quel point une personne ordinaire, prise dans l'engrenage de l'emprise, peut être profondément marquée et brisée psychiquement, sans avoir subi de violence physique directe. Et c'est précisément ce qui trouble tant les victimes. L'absence de coups ne signifie pas l'absence de destruction psychique. Dénouement, quel choix avons-nous vraiment ? Dans cet épilogue, les masques tombent, mais à moitié. L'intrigue touche à sa fin, le meurtre de la petite amie de Miko-Wai est enfin résolu, et surtout le père est démasqué. Derrière son masque d'homme de principe, il se révèle pour ce qu'il est réellement, un prédateur, capable d'enlèvement et d'assassinat sous couvert de justice personnelle. Miko-Wai sera alors mis devant un choix impossible. Réintégrer la famille et redevenir un bon fils, en soldant toute son intégrité, ou être rejeté définitivement et devenir orphelin. Il choisira donc la réintégration. Et pour ça, il sera amené à tenir le fusil de celui qui se fait justice lui-même. Le choix de Miko-Wai est-il vraiment libre ou biaisé ? Vous allez peut-être me dire, le choix qu'il a à faire est simple. Il prend ses jambes à son cou et s'éloigne à tout jamais de cette famille gangrénée par la violence. Mais ce n'est pas aussi simple en réalité. L'enfant qui a grandi sous l'emprise d'un parent toxique a lutté toute sa vie pour obtenir un semblant d'amour. Et perdre à tout jamais ce lien pour lui, c'est l'équivalent d'une désintégration, d'une perte d'identité. En tout cas, c'est la menace que le parent pervers fait croire à son enfant. Et on peut retrouver des traces de cela dans ce qui est dit à l'enfant. Par exemple, le parent peut dire « Personne ne t'aimera comme moi »,« Personne ne te regarde comme je te regarde », etc., etc. C'est ce qui rend l'émancipation si difficile. Se déprendre de cet amour déjà corrompu nécessite de sortir de la confusion instillée au quotidien, d'avoir pris du recul sur la situation et de déchiffrer cette illusion, démasquer ce mensonge d'un amour complet et radical sans lequel l'enfant n'existerait plus. Yustena, spectatrice impuissante de la barbarie. Yustena, impuissante, assiste à cette mécanique destructrice, ce qui finira de l'anéantir. Elle aura sa récompense pour son article, sa reconnaissance de grande journaliste. Mais à quel prix ? Le vrai gagnant, le père. Celui qui s'en sort le mieux dans cette histoire, vous l'aurez deviné, c'est le père. Il s'est fait justice lui-même, il a assis son pouvoir de domination, il a fait élire un maire fantoche qui lui est totalement dévoué, et il va pouvoir faire régner sur la ville sa loi, celle du plus fort. Sa duplicité est clairement montrée lors de son dernier discours. Son plan est accompli, il a réussi, il domine, il exerce le pouvoir, il est dans une situation où manipuler les autres sera facilité. Notons au passage que dans son dernier discours, il met en avant Miko-Wai, son fils écrivain, et sa réussite, le transformant ainsi en objet, en trophée, pourrions-nous dire, de sa propre réussite en tant que père. Et oui, l'altérité a peu de place dans les dynamiques perverses. L'autre n'est qu'un objet dont on peut jouir et se servir à ses propres fins. Pas de culpabilité, pas d'empathie. Et pour le vernis social, on aura des justifications du type « Si j'ai été dur avec lui, c'est pour son bien, c'est pour l'endurcir ».
Miko-Wai, l'ultime sacrifice. Miko-Wai, dans ce dernier épisode, a réalisé la totalité de sa tragédie personnelle. C'est un peu l'Oedipe des temps modernes. Il se met en couple avec la sœur de sa petite amie assassinée. Il exécute les basses œuvres illégales de son père. Il a réintégré la famille. Robotisé et dépersonnalisé, il ne lui reste plus que la drogue, son ultime salut. Résultat des courses ? La destruction a fini de faire son œuvre sur Miko-Wai, qui luttait depuis des années, et a instillé sa contagion sur Yustena, qui restera marquée à vie de cette relation toxique par ricochet. La question du choix que les enfants ont dans ce genre de famille est vraiment difficile. Ces relations marquent à vie. Certains fuient dans les plaisirs artificiels, quelques-uns reproduisent certains fonctionnements, d'autres restent marqués à vie par la honte qui succède à la prise de conscience de l'anormalité d'un tel vécu. Et bien sûr, il y a aussi ceux qui arrivent à transformer, à sublimer. Le parcours de conscientisation est douloureux pour les victimes et participants à leur corps défendant à ce genre d'histoire. Ce qui est sûr, c'est que mettre la poussière sous le tapis n'est qu'une solution temporaire. Alors, quand j'entends dire certains adeptes du développement personnel de bas étage qu'on ne vit que ce qu'on peut supporter, mais c'est totalement faux. Nous sommes inégaux dans nos histoires vécues, dans les traces qu'elles laisseront et dans nos capacités de résilience. Je ne peux que vous engager, si vous avez vécu une relation d'emprise, à être accompagné par un professionnel pour justement être soutenu dans votre processus de cicatrisation. Cela demande du temps, cela demande du courage, mais permet d'entrevoir d'autres possibilités de réalisation de soi que la répétition ou l'enfermement dans des schémas certes connus, mais délétères. Conclusion, décrypter l'emprise, un faisceau d'indices à reconstituer. Comme nous l'avons vu, l'atmosphère incestuelle et les transactions perverses sont difficiles à cerner. C'est comme dans une enquête, c'est un faisceau d'indices qui nous permettra de faire des liens et de comprendre les mécanismes sous-jacents. Il faut découvrir les indices, reconstituer l'histoire et la remettre dans le bon ordre. Alors je recite ici quelques indices devant vous alerter devant une telle atmosphère malsaine. Brouillage des repères et des générations. Des rôles mal définis, une hiérarchie floue. Confusion des places et des repères moraux. Ce qui est interdit devient finalement acceptable. Une personnalité manipulatrice et charismatique, une figure d'autorité qui ne connaît ni culpabilité, ni empathie. Une fratrie divisée et insécurisée. Des enfants montés les uns contre les autres, certains valorisés, d'autres rejetés. Le chantage affectif et l'inversion des rôles. Chouchou contre bouc émissaire. Amour conditionnel, culpabilisation subtile. L'instrumentalisation des émotions. Honte et culpabilité retournées contre la victime. La perte de ses propres valeurs et repères. Dissociation et processus de désagrégation de sa propre identité. Et enfin, l'autre qui est réduit à un simple objet, utilisé, manipulé, exploité au service du pervers, sans aucun respect pour son individualité. Pour en finir sur la question de l'emprise et vous donner une autre perspective, allez jeter un coup d'œil à la série Netflix Le Guépard. Vous y verrez là encore un patriarche charismatique et séduisant, entouré d'une aura de pouvoir. Mais à la différence du père de Miko-Wai, cet homme ne cherche pas à jouir de son ascendant sur ses enfants. Il est capable de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs, même si c'est douloureux, et d'éprouver de la culpabilité. Et quand sa fille le confrontera, il aura une toute autre réaction que celle qu'a eue le père de Miko-Wai. On a donc là un exemple de personnage qui exerce un ascendant sur ses enfants et qui voudrait que les choses se déroulent telles qu'il les a pensées, mais qui n'exerce pas d'emprise malsaine sur eux. Et oui, la frontière est parfois très minime. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés de compréhension. Si c'est le cas, pensez à le noter et à le partager autour de vous. C'est un petit geste qui m'aide énormément à faire connaître mon travail. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.